Et je commencerai tout de suite après avec un petit réveil d'après-midi. Inter-actualité. Au micro Armand Chazelle. Politique internationale, une délégation de l'association France-URSS se trouve à Moscou et ce matin, le président du Présidium du Soviet suprême l'a convié au Kremlin à une réception. Jacques Rousseau. Monsieur Mikoyan a remis au député maire de Dijon, le chanoine Kir, l'insigne de première classe de l'ordre de la guerre patriotique pour, je cite, son courage durant la lutte commune des peuples soviétiques et français contre l'ennemi commun, l'Allemagne hitlérienne. Avec un autre interlocuteur, M. Mikoyan a parlé commerce et politique étrangère. Répondant à un représentant du patronat français, M. Mikoyan a rendu hommage à la qualité de la technique française et il a dit que l'URSS désirait acheter des biens d'équipement en France, notamment pour l'industrie chimique. Cependant, M. Mikoyan a fait valoir que son pays passerait beaucoup plus de commandes aux nôtres si la France accordait à l'Union soviétique des crédits à plus long terme. J'estime, a ajouté l'homme d'État soviétique, que les perspectives de développement des échanges commerciaux sont très favorables. Et au cours de cette réception de la délégation France-URSS, M. Mikoyan a également fait l'éloge du réalisme de la politique française dans le sud-est asiatique. M. Mikoyan a notamment fait observer que la France honorait les accords de Genève, alors que, selon lui, les États-Unis les violent grossièrement. Donc, ce petit extrait des infos de France Inter du 12 septembre 1964 traite de la délégation de plus de 135 personnalités françaises en URSS, organisée par l'Association France-URSS et son partenaire soviétique, l'Association URSS France, qui était présidée par une autre délégation des personnalités soviétiques en France en 1963. J'en parle dans mon texte écrit et aussi dans le résumé que vous avez devant vous. Par cet exemple, je voulais vous illustrer le rôle très complexe des associations d'amitié et leur interaction avec les différents acteurs politiques. Et sur un plan plus général, regarder la diplomatie culturelle entre Est et Ouest pendant la guerre froide par le prisme des associations d'amitié avec l'URSS en Europe occidentale. Je vais retracer l'argumentation. En parlant des 4 acteurs principaux, donc les individus, les associations comme Sociabilité de diplomates citoyens, comme acteurs hybrides de la diplomatie culturelle soviétique, leur interaction avec la diplomatie culturelle occidentale et comme instrument et plateforme des partis politiques. Donc, commencer par les individus, les associations d'amitié avec l'URSS dans les pays occidentaux, disons capitalistes, étaient des associations privées, officiellement indépendantes de tout parti et tout gouvernement. Elles avaient pour but d'améliorer les relations entre leur pays et l'URSS, de propager des informations sur l'URSS et de plus en plus aussi d'organiser des échanges culturels et populaires bilatéraux. Contrairement aux pays socialistes, où il y avait également des associations d'amitié très importantes, les membres y adhérèrent d'une manière volontaire. Pour cette raison, on peut poser la question qui a adhéré à ces associations et pourquoi. Pendant l'ère stalinienne, la quasi-totalité des membres étaient également membres des partis communistes, mais après la mort de Staline, la période du dégel soviétique, les associations ont essayé de prendre au moins publiquement leur distance par rapport aux partis communistes et de diversifier leur clientèle. Tout de même, il y avait toujours une claire hégémonie communiste. France-URSS, par exemple, était capable d'attirer des personnalités assez diverses, et j'allais vous présenter quelques personnages clés de la présidence au moment de cette délégation en URSS. Il y avait d'abord André Piarard, membre du PCF de sa jeunesse, actif dans la résistance, député de l'Assemblée nationale, et en 1954, il est devenu membre du comité central du PCF, chargé, entre autres, de s'occuper de France-URSS. Il y avait toujours un membre du comité central qui était chargé des organisations de masse et, entre autres, France-URSS. Dans la suite, il est tombé en défaveur et est déjà exclu du comité central en 1959, mais il restera actif dans la présidence de France-URSS jusque dans les années 70.
Et c'était en fait Roland Leroy, jeune communiste à l'époque, qui a pris le relais comme personnage de contrôle et de contact politique du PCF dans France-URSS en 1960, quand il est promu au secrétariat du PCF. Il y restera à la présidence de France-URSS jusqu'à la fin en 1992. Autre personnage important, évidemment, c'était le général Ernest Petit, représentant militaire de Gaulle à Moscou pendant la guerre. Et après la guerre, elle s'est rapprochée du PCF et elle était élue sénateur sur la liste communiste sans jamais atterrir au parti. Son successeur au poste de président de France-URSS en 1970, c'était le socialiste, l'avocat André Blumel. Pendant l'entre-deux-guerres, Blumel était chef du cabinet de Léon Blum. Il a été dans la résistance socialiste et puis il a pris ses distances de la SFIO après la guerre. Il a déjà adhéré à France-URSS en 1949 et en tant que juif, il luttait en même temps pour le mouvement sioniste sur le niveau français et international. Il était en fait très apprécié par les autorités soviétiques comme témoin des libertés des juifs en URSS. C'est ce qu'il a d'ailleurs aussi confirmé quand il était retourné de la délégation en 1964 dans un article de presse. Finalement, j'aimerais vous présenter Raymond Schmittler, connu en Allemagne pour son poste de directeur général des affaires culturelles dans la zone d'occupation française. Mais dans les années 30, il a travaillé dans les pays baltes, il a appris l'allemand et le russe. Et pendant la guerre, il était représentant de la France libre en URSS. Et en tant que député de l'Assemblée nationale de l'UNR, Schmittler a adhéré en 1957 à l'association France-URSS, où il était membre très actif à la présidence jusqu'à sa mort en 1974. Ce qui a lié ces hommes, ce n'était pas la croyance au communisme, mais surtout l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas gratitude pour Stalingrad que beaucoup de protagonistes des associations d'amitié luttaient pour de bonnes relations avec l'URSS et contre l'alignement exclusif au bloc occidental de leur pays. Ils étaient convaincus que de bonnes relations avec l'URSS étaient également pour le présent et l'avenir la garantie d'une paix durable en Europe, une garantie contre une nouvelle agression allemande. Notamment en France, beaucoup de membres étaient liés par la mémoire de la résistance, plutôt le lieu des mémoires de la résistance, la lutte antifasciste, une lutte commune entre gaullistes et communistes, entre Français et Soviétiques. Cette mémoire symbolique était également utilisée par le côté soviétique en décernant aux amis occidentaux des ordres et des médailles pour les activités dans la résistance, comme M. Mikoyan l'avait fait au chanoine Kir, maire de Dijon, lors de cette réception quand nous l'avons entendu. Les membres dirigeants des associations d'amitié, comme les présentés ici, se considéraient comme des diplomates citoyens. Ils étaient des individus privés, mais avec une autorité de personnalité du monde politique, scientifique ou culturel, bien qu'ils n'étaient souvent qu'au second plan. Au sein de ces associations d'amitié, ils étaient au premier plan et poursuivaient une mission diplomatique, leur mission de rapprochement franco-soviétique et de la préservation de la paix en Europe. Ils voyageaient régulièrement en Union soviétique et étaient traités là-bas comme des vrais diplomates, ou Pierre avait dit plus tard comme des rois. Ils étaient flattés par des rencontres avec des hommes politiques soviétiques, des dîners de gala, des foules rassemblées sur les quais pour les accueillir et des voyages gratuits exclusifs dans les régions assez exotiques à l'époque, comme dans le Caucase ou en Asie centrale. De cette manière, ils ont obtenu une légitimité diplomatique des autorités soviétiques. Venons donc à la sphère soviétique. Les associations d'amitié faisaient partie d'un réseau mondial d'associations d'amitié. Il y avait vraiment dans tous les pays du monde. Elles étaient un instrument de la politique extérieure soviétique ou de la diplomatie culturelle, dans l'objectif de transmettre ses positions politiques et idéologiques au public étranger, de gagner le plus de sympathisants possible et d'en créer une image positive de l'URSS. Les associations d'amitié à l'étranger avaient la tâche d'attirer un public plus éloigné des partis communistes par un programme plus culturel que politique. Cependant, elles n'offraient pas seulement un canal de communication vers le public étranger, mais livraient aussi des informations très précieuses sur la vie politique, culturelle et scientifique de l'Occident. À Moscou, les associations d'amitié étaient sous la tutelle et le contrôle d'une organisation centrale, l'Union des associations soviétiques d'amitié et de relations culturelles avec les pays étrangers, ou plus facile par son abréviation russe, la SOD.
La SOD rassemblait de la part des associations avec des pays, de sa part des associations avec des pays individuels, comme URSS France, URSS Grande-Bretagne, etc. Elles étaient formellement des partenaires équivalents des associations à l'étranger. Pourtant, elles étaient mises sous le contrôle du comité central du PQS et faisaient partie de la sphère de l'État. Il y avait donc toujours un déséquilibre structurel d'un côté des associations privées et de l'autre côté des institutions d'État. Par le fait que la SOD et également les ministères soviétiques négociaient et collaboraient avec les associations occidentales, ces dernières étaient indirectement promues au niveau gouvernemental. Et cet enchevêtrement entre diplomatie officielle et privée est encore plus visible quand, à partir de 1963, les associations négociaient et signaient formellement avec la SOD des plans annuels d'échange. Et vous voyez, c'était mis en scène comme une signature d'un traité intergouvernemental. Et ces plans contournaient ostensiblement les accords culturels et établissaient une diplomatie parallèle quasi formelle. Les associations n'avaient pas de mandat de leur pays d'origine, mais elles ont reçu une légitimité diplomatique par les autorités soviétiques. Et c'est également évident quand le président du Soviet suprême a adressé par le biais de la délégation de France-URSS un message au gouvernement français par rapport à la guerre du Vietnam, comme nous avons entendu. C'est cette ingérence dans le domaine de la diplomatie officielle qui gênait le plus le MAE. Parce qu'un des objectifs principaux des associations d'amitié, c'était d'influencer la politique extérieure de leur pays, de pousser la diplomatie officielle à une politique de coopération avec l'URSS. Il faut quand même dire que leur influence directe sur les décisions du MAE était très restreinte. Pourtant, elles exerçaient une influence indirecte dans la mesure où elles ont forcé la diplomatie officielle de les prendre en compte. Pendant les années du dégel soviétique, à partir de 1953, les associations d'amitié étaient les partenaires privilégiés pour les institutions soviétiques dans l'établissement des échanges culturels. Ainsi, ces associations de tendance communiste tenaient un quasi-monopole d'échanges culturels très désapprouvé par les gouvernements occidentaux. Pour briser ce monopole, les gouvernements occidentaux avaient de leur part intérêt à établir des relations culturelles avec l'Union soviétique. Et en France, c'était entre autres les activités de France-URSS qui ont poussé indirectement la diplomatie gouvernementale de renforcer les relations culturelles avec l'URSS par un accord culturel et des plans d'échange annuels négociés par une commission mixte. Pourtant, la diplomatie culturelle officielle n'a jamais réussi à remplacer les associations d'amitié, car les institutions soviétiques ont coopéré parallèlement et avec les départements culturels du MAE et avec les associations d'amitié. Il y avait donc, par exemple, 2 plans d'échange annuels, celui du MAE et celui de France-URSS. Les soviétiques ont choisi, selon le cas, le partenaire le plus utile, soit les associations d'amitié partenaires fidèles également en cas de crise internationale, soit les administrations officielles avec le plus de moyens financiers et plus d'impact médiatique. Cette diplomatie parallèle et concurrentielle était un défi permanent pour les gouvernements. Cependant, ils ont dû admettre que le succès relatif des associations sur le plan d'une diplomatie populaire. Par exemple, à l'occasion de la délégation en URSS, France-URSS était capable de mobiliser des personnages en dehors de l'orbite communiste à participer au voyage, comme le programme a offert une possibilité à l'époque encore rare de découvrir l'URSS. France-URSS disposait d'un réseau de contacts et d'un capital de confiance autre que l'ambassade, ce qui leur permettait d'organiser des rencontres plus intéressantes et de conduire les Français dans des endroits normalement fermés aux visiteurs étrangers. D'autre part, les associations d'amitié réussissaient également davantage à atteindre la population soviétique dans la mesure du possible. Contrairement à l'ambassade à Moscou, l'association avait le droit de voyager et de réaliser des manifestations dans les régions plus éloignées de Moscou grâce au relais de la SOD dans les républiques soviétiques. Elles ouvraient ainsi un des canaux de contact possibles vers la population soviétique, même si c'était toujours une élite de fonctionnaires politiques et culturels. De plus, France-URSS a établi un système de diplomatie populaire en organisant des voyages touristiques en URSS et en accueillant des touristes soviétiques en France.
L'association d'amitié avait donc un certain succès populaire dans un secteur où le MAE ne pouvait guère agir, mais qu'il aimerait quand même surveiller. Pour cette raison, malgré toutes les réserves, le MAE suivait attentivement leurs activités et au fur et à mesure, dans les années 70, les administrations de la diplomatie culturelle officielle des pays occidentaux ont appris à tirer profit de l'action des associations d'amitié. C'était une collaboration pragmatique qui permettait d'une part de profiter de leurs canaux de communication et d'atteindre un public soviétique, et d'autre part d'exercer une forme de contrôle sur leurs activités. Le quatrième contexte des associations d'amitié, c'est celui de la politique intérieure et des partis politiques nationaux. Les partis qui exerçaient le plus d'influence sur les associations d'amitié, c'était sans doute les partis communistes, qui espéraient de mobiliser des sympathisants et des électeurs potentiels. Dans cette mesure, la diplomatie culturelle des associations d'amitié ne s'adressait pas au public partenaire, mais avant tout au public dans leur propre pays. Ainsi, les dirigeants du PCF avaient conçu l'échange de délégations mentionné avant comme un moyen de rapprochement informel aux socialistes de la SFIO pour préparer le chemin pour une politique d'alliance. Cette stratégie avait en partie réussi. La délégation soviétique était également reçue dans les municipalités socialistes. Beaucoup de socialistes ont participé à la délégation en URSS et la SFIO a finalement permis à ses membres de devenir membres de France-URSS et elle y a envoyé elle-même des représentants. Il y avait donc au sein de la présidence de France-URSS des représentants quasi officiels du Parti communiste, du Parti socialiste et du mouvement gaulliste. Ainsi, France-URSS jouait un rôle de plateforme de la politique intérieure. Au sein d'une association privée, ces mandataires de parti pouvaient tenir des discours et des discussions pas forcément conformes à la politique officielle de leur parti. En France, c'était par exemple le cas pendant l'Union de la gauche, la discussion sur les droits de l'homme en URSS ou la perestroïka. Les mandataires des partis faisaient des rapports réguliers à leur chef de parti. Schmitt-Lahn, par exemple, tenait de Gaulle toujours au courant de ses rencontres avec les responsables soviétiques, dont aussi Khrouchtchev. Il se considérait comme diplomate en mission spéciale qui fournissait à De Gaulle des informations internes sur l'Union soviétique et essayait de le pousser à une politique de rapprochement. Finalement, j'aimerais évoquer que les associations d'amitié étaient un lieu de rencontre et d'activité des groupes minoritaires au sein de leur parti. C'était le cas des gaullistes de gauche, comme Schmitt-Lahn, mais il y avait aussi René Capiton ou Léo Hamon, ou en Grande-Bretagne, par exemple, le Labour Left. Pour conclure, j'aimerais évoquer encore quelques thèses. Les associations d'amitié brisaient la distinction entre diplomatie officielle et diplomatie privée à plusieurs égards. Premièrement, les associations d'amitié étaient en principe des associations privées dans lesquelles s'engageaient des individus comme diplomates citoyens pour des raisons diverses. Deuxièmement, elles collaboraient en Union soviétique avec des organismes d'État qui leur attribuaient une légitimité diplomatique. Troisièmement, les activités s'entremêlaient dans la diplomatie officielle des gouvernements occidentaux et constituaient une sorte de diplomatie parallèle concurrentielle. Quatrièmement, les partis politiques, notamment les partis communistes, attribuaient aux associations une mission de politique intérieure. Les associations d'amitié elles-mêmes profitaient de la constellation spécifique de la guerre froide. Dans le contexte de la communication restreinte entre Est et Ouest, les associations d'amitié pouvaient offrir des canaux de communication qui s'avéreraient utiles et pour la diplomatie culturelle occidentale et pour la diplomatie culturelle soviétique. En jouant avec les intérêts des différents acteurs, les associations d'amitié disposaient d'une certaine marge de manœuvre et d'une certaine influence. Pourtant, quand les frontières entre Est et Ouest étaient ouvertes à l'échange libre des personnes et des idées, les associations d'amitié ont perdu leur raison d'être comme canal de communication. Merci beaucoup.